C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là, c'est le l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 19 de Jeux en Triangle, le 5e dans cette deuxième saison. Je sais que l'amour dure 3 ans, mais je ne sais pas combien d'épisodes dure la passion pour un podcast. En tout cas, nous, on n'a rien perdu de cette passion. Bonjour messieurs, Geoffrey Stein et David Hernandez, comment allez-vous ? Salut Arthur, salut Geoffrey, ça va super bien. Moi, l'amour sur ce podcast va durer très longtemps, je l'annonce tout de suite. Vous n'êtes pas prêts. J'aime bien quand on parle d'amour comme ça, de bon matin, parce qu'on est le matin, nous encore. Et on est lundi en plus, on a bien besoin d'amour. Exactement. Alors, avant de se lancer, le rappel classique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager nos épisodes. Un mot particulier pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez vraiment pas à mettre les petites étoiles et des commentaires, c'est extrêmement utile en termes de référencement. On rentre pour de bon dans ce nouveau numéro pour se lancer dans un nouveau hors-série. Alors les deux premiers avaient concerné des listes de l'équipe de France puis des équipes championnes de France. Et cette fois on a décidé de s'intéresser à des entraîneurs contemporains, tous vainqueurs de la Ligue des Champions au moins une fois. 3 des entraîneurs qui ont le plus marqué le 21e siècle à notre sens. Petite précision, on a choisi 3 entraîneurs en poste. C'est donc parti pour un débat autour de Bruno Genesio, Gérald Baticle et Silvinho. C'était obligatoire. Non, c'est parti pour un débat autour de Pep Guardiola, Jürgen Klopp et José Mourinho. Alors sortez votre meilleur paquet de Marlboro parce que fumer tue, mais Klopp nous rend heureux. C'est parti pour l'échauffement. Geoffrey, tu te lances ? Du coup, on va partir sur José Mourinho, que j'ai choisi pour mon échauffement. Il est dans le foot depuis une vingtaine d'années, dans le foot au très haut niveau depuis une vingtaine d'années. Donc pour nous qui sommes vraiment de cette génération-là, il nous a bercés. Et l'image que je retiens, c'est celle qu'il a avec Materazzi à la sortie de la finale de la Ligue des Champions de 2010 que l'Inter gagne contre le Bayern. On sait à ce moment-là que Mourinho va quitter le club pour rejoindre le Real. Et en fait, ça montre beaucoup de choses. Ça montre en fait l'espèce d'intensité qu'il y a avec Mourinho quand il est dans un club. C'est-à-dire que on va en parler, mais ça dure jamais très longtemps. On parlait de l'amour dure 3 ans, tu disais au début, ça marchait assez bien avec Mourinho. Et je trouve cette image elle est vraiment très symbolique de la puissance de ce qui se passe quand Mourinho est dans un club. C'est-à-dire que ça va très vite, souvent très intense, une relation très forte avec les joueurs, parfois conflictuelle et parfois très amoureuse, très fusionnelle. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un condensé de ce qu'est Mourinho. En fait, tu l'as dans cette image de 15 secondes devant le bus pour ramener l'équipe. Enfin, c'est assez surréaliste. Alors moi, pour Guardiola, je suis parti d'un constat. Parfois, vous avez un joueur qui vous fait aimer une équipe. Je dis n'importe quoi, Nabil Fekir qui a rejoint le Betis. Aujourd'hui, je suis un amoureux du Betis. Mais moi, Pep Guardiola, c'est le premier entraîneur qui m'a fait aimer une équipe. C'est-à-dire que Manchester City, avant l'arrivée de Pep Guardiola, je n'avais mais absolument aucune affection pour cette équipe, et aujourd'hui c'est vraiment un club auquel je m'intéresse énormément, que je suis, et j'en suis limite à espérer qu'il gagne la première ligue chaque année. J'aimerais vraiment qu'il gagne la Ligue des Champions avec Guardiola, et je peux vous assurer que dès qu'il va quitter ce club, j'aurai plus beaucoup d'affection pour cette équipe, mais c'est de voir en fait l'évolution de certains joueurs sous ses ordres, de voir comment le club aussi a changé autour de lui dans un projet long terme. Et puis après, si je dois garder une image, ça serait la finale de la Ligue des Champions en fait, perdue contre Chelsea, parce que ça résume assez bien le personnage, l'entraîneur qu'est Guardiola, c'est-à-dire un entraîneur qui a eu des principes de jeu assez forts pour amener cette équipe-là en finale de Ligue des Champions, mais qui derrière a ce petit côté génie incompris ou choix un peu discuté de, par exemple, ne pas mettre de vrai numéro 9 dans cette finale de Ligue des Champions qui aurait pourtant fait du bien, et de finir sur cette mauvaise note-là. Je trouve que ça nourrit un petit peu je sais pas si on peut parler de légende, mais je vais le dire comme ça, la légende de Pep Guardiola. Jürgen, c'est pas une image à proprement parler, en fait c'est plus ce côté un peu paternaliste qu'il a avec ses joueurs. On voit souvent des images de lui, soit à la fin du match ou même au moment d'un remplacement d'un Mohamed Salah qui est pas content de sortir, qu'il essaye de prendre dans ses bras et de réconforter. Et je trouve que cette image de Klopp,
Elle le suit depuis le début de sa carrière et on le voit beaucoup avec Liverpool, mais c'était déjà le cas avec le Borussia où il avait des jeunes pépites avec Götze, Lewandowski qui explose. Et ce côté paternaliste lui a permis à lui d'exploser dans son coaching, mais aussi à certains joueurs d'atteindre un niveau qu'on pouvait ne pas espérer ou ne pas attendre. Et c'est surtout cette image de club qui ressort pour moi. C'est vrai qu'on enregistre très peu de temps après la victoire de Liverpool à Wolverhampton et il y a eu des très belles images de communion de Klopp avec ses joueurs, donc ça rejoint bien ce que tu dis. Et ben on est chaud, on va pouvoir passer au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec Pep Guardiola, 50 ans, notre ami catalan, ancien joueur du Barça notamment, entraîneur de l'équipe B des Blaugrana, puis A à partir de 2008. L'aventure a duré 4 ans jusqu'en 2012. Ensuite, il prend une année sabbatique et il prend les commandes du Bayern en 2013 pour 3 saisons. Et puis derrière, c'est directement Manchester City à l'été 2016. City où il est sous contrat jusqu'en 2023. S'il va au bout de son contrat, ce qui est fort probable, ça fera 7 ans. Juste un petit chiffre sur Guardiola. En carrière, 721 matchs, 535 victoires, ça fait 2,36 points par match. C'est absolument énorme. D'autant plus si on le met en parallèle avec le palmarès. Je ne vais pas tout détailler, mais 14 titres au Barça, 10 à City, 7 au Bayern. Et c'est 9 championnats nationaux remportés par Guardiola. C'est 1 de plus que Mourinho et 6 de plus que Klopp. Et je voudrais commencer par ça. Guardiola, je trouve que c'est vraiment un coach qui est excellent pour bâtir sur la durée avec un effectif. Ouais, c'est 9 titres de champion en 11 saisons. Donc on est quasiment sur un sans faute. Déjà, il y a cette force de réussir à imposer ses idées assez rapidement. On l'a vu quand il est arrivé au Bayern, parce que le Barça, même s'il fallait relancer un peu cette dynamique, mais ça sortait quand même d'une Ligue des Champions 2006. C'était pas un Barça en crise, c'était un Barça... C'était la continuité de voilà, Rijkaard. On était dans une continuité, voilà exactement. Et puis comme tu l'as dit, Guardiola c'est un enfant du club. Il était dans cet ADN Barça. Il a hérité de toute cette philosophie Cruyff. Il était membre de la Dream Team de 92 du Barça. Il était à l'époque, d'ailleurs, c'était le regista de cette équipe à 20 ans. Ça montre bien déjà la relation qu'il y avait avec Cruyff, cette relation de confiance et tout ce qu'il a tiré du coach néerlandais. Et en fait, voilà, il l'a mis en application derrière comme coach au Barça, mais il y avait une forme d'évidence. Après, quand tu arrives au Bayern ou à City, là, il faut arriver à imposer tes idées, à mettre des choses en place. Et on a vu, en fait, la transformation de ces équipes, elle se fait quasiment du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, cette faculté à imposer un style dès le départ et ensuite arriver à faire que ces joueurs adhèrent sur la durée à ce style qui est souvent très exigeant physiquement, mentalement, parce qu'il y a énormément de travail. On sent que tout est pesé au millimètre. Donc du coup, faut vraiment être tout le temps dans une forme de concentration extrême quand on est sous les ordres de Guardiola. Et ça, il arrive vraiment à tirer le meilleur de ses joueurs, et ce qui est vraiment pas facile. Et après, sans juger vraiment le travail qu'il a fait dans les 3 clubs, je trouve qu'au final, c'est au Bayern où sa patte a été, entre guillemets, la plus visible, dans le sens où le Bayern a une histoire. Au Barça, il a continué dans le tiki-taka. Il n'a pas révolutionné le jeu du Barça à proprement dit, alors qu'au Bayern, tu as quand même la culture allemande qui est très intégrée, qui est très imprégnée dans le jeu du Bayern. Et lui, il a quand même réussi à apporter cette touche hispanique, on va dire, avec Thiago Alcantara, qui est aussi un des symboles de ce Bayern, qui est beaucoup plus joueur, beaucoup plus dans la possession et moins vertical comme on pouvait le voir les années précédentes. Et je trouve que c'est vraiment au Bayern que son coaching a vraiment influencé et contrecarré les idées reçues qu'on pouvait avoir sur le Bayern, avant son arrivée, quoi. Ah, c'est vrai qu'il a vraiment, je vais pas dire révolutionné, mais il a vraiment apporté sa patte au Bayern, comme tu l'as dit. La Bundesliga, lui, s'en est aussi beaucoup nourri. Il a appris de nouvelles choses. Et donc, on a parlé du Barça, dans lequel il avait l'ADN du club. Le Bayern, il a changé des choses. Et puis City, c'est encore un projet encore différent, comparable à celui du PSG. Beaucoup de moyens, il faut construire. On voit la difficulté du PSG à installer un entraîneur qui arrive à imposer ses idées, etc. Donc on a vraiment quand même, si on fait des raccourcis, on dit, bon, Guardiola a toujours été un coach de gros clubs, donc c'est un peu facile de gagner des titres. Mais il l'a quand même fait dans 3 projets extrêmement différents, dans 2 institutions très fortes, puis dans une institution à développer, à renforcer. Et à City, on se rappelle à ses tout débuts, il y a aussi eu des critiques parce que la première saison n'est pas évidente.
ce jeu de possession à outrance. Déjà en Bundesliga, c'était pas forcément la norme. C'était dans la lignée de sa dernière saison au Bayern, où il reçoit plein de critiques. Exactement. Parce que déjà, il gagne pas la Ligue des Champions pendant son mandat. Et c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il faisait dans sa dernière saison, quoi. Ouais, et donc forcément, ça n'a pas énormément plu au tout début en Première Ligue. Et tu parles de la Ligue des Champions. C'est vrai que c'est un des points noirs. Il en gagne 2 avec le Barça. Mais c'est vrai qu'avec le Bayern, il échoue. Avec City, ça a été compliqué, très très compliqué au début. Et puis bon, là, il y a cette finale atteinte, mais défaite en finale. C'est vraiment la petite bascule qu'on attend pour vraiment le porter tout en haut, qu'il arrive à remporter la Ligue des Champions avec un autre club que le Barça. En fait, l'hégémonie du Barça donc, dans cette période 2009-2011 où il y a donc 2 Ligues des Champions en 3 ans, avait entraîné une forme de copie de tous les autres grands clubs européens. On essayait tous de reproduire le style Barça. Sauf que depuis une dizaine d'années, donc maintenant ça fait vraiment 10 ans qu'il n'a plus gagné la Ligue des Champions, le style a évolué vers quelque chose d'un peu différent, une forme d'intensité constante. Le contre-pressing, ça se faisait au Barça, mais là c'est encore un contre-pressing un peu différent. C'est des équipes plus hybrides, plus attaque rapide. On n'est plus trop sur la possession défensive qui avait été vraiment la force du Barça, c'est-à-dire 80% de possession. Et on pique de temps en temps, mais en fait on a la balle d'abord pour pas la laisser à l'adversaire. Et maintenant c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'intensité. Et on sent qu'il y a eu une forme d'évolution chez Guardiola. C'est ça qui a permis à City, je trouve, de passer un cap en Ligue des Champions la saison dernière par exemple. C'est qu'il y a une forme d'évolution, il a réussi à mettre un petit peu plus d'eau dans son vin, mais en tout cas de réussir à évoluer avec son temps, de sentir que ce qui avait fait sa force, ça ne pouvait plus suffire de faire seulement du Guardiola. Et maintenant, c'est un Guardiola un petit peu plus, justement, peut-être un peu plus germanisé. Quand on a dit que le championnat allemand avait été un petit peu hispanisé, là, il est un peu plus germanisé. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant là, dans son adaptation. Et globalement, je trouve que ce qu'il fait à City, je pense qu'il a appris de son époque Bayern, où il avait été vraiment très frontal, quitte à aller vraiment en contradiction avec l'identité du club, les dirigeants et tout. Là, il est aussi aidé par le fait qu'il y ait Txiki Begiristain comme voilà, un petit peu tête de gondole du projet City en termes football, qui est un ancien du Barça avec qui il a joué. Donc du coup, ça permet d'avoir une espèce d'osmose où là, on sent qu'il est vraiment parfaitement en phase avec le projet City. Ouais, et puis sans faire injure à City, l'histoire de Manchester City est quand même loin d'être la même que peut l'être celle du Barça ou celle du Bayern. Donc quand tu arrives à City, il y a eu des titres, 2 titres de champion les années auparavant, mais quand tu arrives, on te donne un peu les pleins pouvoirs et puis on te dit, voilà, on te donne 500 millions d'euros, construis ton équipe et fais-nous rêver, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi plus facile d'être dans une espèce de zone de confort, de se sentir à l'aise dans son projet qu'au Bayern, où tu as toujours les anciens du Bayern qui sont là à critiquer, qui font partie aussi du plan sportif avec en tant que directeur ou en tant que président exécutif. Donc tu as toujours un peu cette identité au-dessus du coach, alors que là à City, tu as un peu l'impression que c'est presque le coach qui est au-dessus du club. Ah, clairement, aujourd'hui, City, c'est Guardiola, quoi. Enfin, vraiment, il a imposé sa patte. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus facile d'imposer ton identité. Dans un championnat comme la Première Ligue, c'est autre chose que en Bundesliga, sans faire injure au reste du championnat et à Dortmund notamment. C'est quand même autre chose. Quand on voit à quel point ce championnat est disputé, de voir que City, tous les ans, là, depuis 2-3 ans, ils sont là, même plus, ils sont là à jouer le titre, ils battent des records de points avec Guardiola en Première Ligue. C'est quand même le Liverpool de Klopp à côté. Alors, il y a une alternance, mais c'est quand même très très fort. Il y a un autre point qu'on est obligé d'évoquer quand on parle de Guardiola, c'est sa manière de faire progresser les joueurs. Je pense que là-dessus... Alors, il y aura peut-être débat avec Klopp, mais c'est peut-être le plus fort des trois. On a des exemples vraiment marquants. On a parlé de Cancelo dans un ancien podcast. Il a vraiment franchi un palier avec Guardiola. On a parlé de Kimmich aussi. Pareil, il a énormément progressé. Il a même été lancé véritablement par Guardiola. Et souvent, ça va avec des changements de poste d'ailleurs. Et une manière de rendre les joueurs polyvalents et d'en faire des footballeurs totaux. C'est ce que j'allais dire. C'est la vraie force pour moi de Guardiola par rapport aux deux autres. C'est en effet sa capacité à faire adhérer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs au départ. Et ça, franchement, c'est vraiment là où il est très très bon. Moi aussi, je valorise par exemple l'évolution de Kyle Walker avec City. Cette espèce de défenseur central, latéral, un peu hybride. Voilà, enfin, un joueur que je trouvais vraiment quelconque jusqu'à maintenant dans sa carrière a pris une dimension, pas incroyable non plus, mais une vraie dimension de joueur très solide. Je trouve que Guardiola
vraiment là où il est fort, c'est d'emmener ses joueurs. Voilà. Et je pense pas que ça soit un énorme tribun, voilà, un manager qui va vraiment être avec une énorme poigne, un truc. Je pense que il y a une telle intelligence, une telle faculté à avoir le bon mot, le bon geste au bon moment, voilà, que ça marche et que tu sens qu'il y a une alchimie avec ses joueurs quasi permanente. Ouais, bah, comme je parlais dans l'échauffement sur Klopp, il a aussi peut-être moins marqué, mais il a un peu cette image paternaliste, un peu en conférence de presse, tu le vois souvent quand il y a des journalistes qui lui posent des questions sur des joueurs un peu dans le dur ou quoi que ce soit. Il a toujours le bon petit mot à la différence d'un certain coach qu'on parlera plus tard, je nomme José Mourinho, qui était plus dans la réaction et dans l'action de piquer son joueur pour qu'il donne la pleine mesure de son talent. Guardiola et Klopp sont plus dans le fait d'être paternaliste et d'être dans des mots, pas des mots doux, mais dans des mots assez gentils pour leur redonner confiance et pour qu'ils donnent la pleine mesure sur le terrain, quoi. Ce que j'aime peut-être pour terminer sur Guardiola, c'est qu'il y a beaucoup de moments forts qu'on associe à ses passages dans les clubs. Alors il y en a beaucoup au Barça notamment, mais il y avait 6-2 contre le Real. Il y a évidemment son sextuplé avec le Barça aussi, 6 titres en 2009. Il y a un 5-0 contre le Real de Mourinho. On est sur une période où le Barça humilie quand même régulièrement le Real Madrid. On en reparlera avec Mourinho peut-être après. Il y avait eu cette semaine aussi, cette saison où ils se sont affrontés. Il y avait la Liga évidemment, et puis cette demi-Ligue des Champions. 7 fois en un mois. Il y avait des Barça Real tous les 2 jours. Donc voilà, on a beaucoup de moments forts qui reviennent quand on pense à Guardiola. On va pouvoir enchaîner avec Jürgen Klopp. Klopp, entraîneur de 54 ans. Alors pour lui, c'est une modeste carrière de joueur, très modeste même, en D2 allemande avec Mayence, mais recordman de matchs joués en D2 allemande. L'ami Jürgen. Ouais. Je crois qu'il l'est encore aujourd'hui. Et donc Mayence, qu'il a ensuite commencé à entraîner dans la foulée de la fin de sa carrière de joueur, donc entre 2001 et 2008. Ensuite, il est à Dortmund entre 2008 et 2015 et à Liverpool depuis 2015. Donc avec lui, l'amour dure 7 ans. A priori, c'est des projets long terme. Je donnais le ratio de points de Guardiola qui était au-dessus de 2 tout à l'heure. Lui, c'est 1,83 points par match, un peu moins élevé, mais quand on commence à Mayence, ça peut aussi s'expliquer. Le tournant de Klopp, avant peut-être d'évoquer ce qu'il fait à Liverpool, le tournant de la carrière de Klopp, c'est son passage à Dortmund. Et c'est ce titre de Bundesliga avec Dortmund en 2011. Avant d'aller plus en détail dans la machine qu'il a construite avec les Reds, vraiment ce qu'il a fait avec Dortmund déjà, c'était très très intéressant. Il a marqué le foot européen à l'époque. Depuis le début de sa carrière de coach, il est dans une certaine lignée, je trouve. Il commence à Mayence où il finit sa carrière. Il les fait monter pour la première fois de leur histoire en Bundesliga. Il saute une étape. Il va au Borussia Dortmund qui était dans l'ombre du Bayern Munich, faut pas se mentir, et qui avait eu quelques soucis au début des années 2000 financiers, etc. Et ensuite, il va à Liverpool, qui est aujourd'hui une machine de guerre, mais qui était quand même un géant endormi. Il va leur ramener au sommet et leur faire gagner la Première Ligue pour la première fois depuis 30 ans, la Ligue des Champions. Et du coup, ouais, je trouve qu'il est vraiment dans une ligne, il est vraiment dans une continuité au niveau de son coaching, dans son plan de carrière, on va dire. Ouais, clairement, et comme tu disais, ce qu'il fait avec Dortmund, c'est monstrueux. Déjà, c'est le seul au XXIe siècle à avoir réussi à faire 2 titres consécutifs, hors Bayern Munich, évidemment. Ils font 4 saisons de suite dans les 2 premiers, ce que Dortmund n'avait jamais fait. C'est ça qu'on a toujours l'impression d'une espèce de Bayern-Dortmund tout le temps au sommet de la Bundesliga. Mais au final, c'est Klopp qui a ramené Dortmund à ce niveau-là, en fait. Et aussi, il y avait une vraie révolution stylistique qui est marquée par des matchs très forts. On se souvient du match contre le Real en demi-finale en Ligue des Champions en 2013 quand Robert Lewandowski met un quadruplé. Ils mettent un 5-2 en finale de coupe au Bayern en 2012. Et donc ça arrive dans cette finale de Ligue des Champions de 2013 où ça se joue à un détail, ce but de Robben à la 90e minute après la talonnade de Ribéry, de faire 2 titres de champion d'Allemagne. Enfin voilà, on est vraiment sur une réussite sportive et une réussite stylistique. Parce que ça a été vraiment quelque chose comme tu disais, on en prenait plein les mirettes tous les week-ends et surtout en Ligue des Champions où c'était encore plus impressionnant de voir ce groupe avec beaucoup de bons joueurs mais pas d'immenses stars à l'époque réussir à faire tomber des cadres européens. Non, en fait, il marque très fort l'histoire des clubs dans lesquels il passe, quoi. Dortmund, Liverpool, je vais pas redire tout ce que vous avez dit.
Il marque à chaque fois l'histoire. Et pour rejoindre ce que tu disais dans la linéarité de sa carrière, dans le choix des projets, à chaque fois, c'est des projets qui lui ressemblent, et des clubs et des environnements vraiment qui lui ressemblent. Alors, ça va certainement dans les deux sens. Klopp doit déteindre aussi un petit peu sur ces clubs à chaque fois, mais c'est des clubs passionnels, des publics en feu à chaque fois, Dortmund, Liverpool, et à chaque fois ça se termine, ça se termine très très bien. Il part de Mayence dans de très bons termes, en larmes devant le public, pareil à Dortmund. C'est à chaque fois des très belles histoires humaines entre Klopp et ses clubs aussi. Aujourd'hui, à Liverpool, à Anfield, tu poses la question de savoir ce que pensent les gens de Klopp. C'est presque Jésus, quoi. C'est celui qui a ramené, on va revenir dessus, mais celui qui a ramené la Première Ligue à la maison. On va dire que le seul point noir, ça a été que ce titre intervient dans une saison marquée par le huis clos à cause de la pandémie du Covid. Donc il n'y a pas eu vraiment les festivités qu'on aurait pu imaginer. Mais Klopp, en arrivant à Liverpool, dans un Liverpool un peu malade, a réussi à imposer ses idées petit à petit. Il n'a pas tout révolutionné d'un coup, il a apporté des petites touches. Et je trouve que c'est ce qui a permis aussi... aujourd'hui, on voit le coaching allemand à l'époque n'était pas aussi développé, n'était pas aussi reconnu, je trouve, qu'on peut le voir maintenant. En Première Ligue, du coup, t'as Tuchel, j'arrive jamais même à... Rangnick, voilà, à Manchester. à Manchester maintenant. Et puis t'as Nagelsmann, t'as Hansi Flick. Alors qu'avant, quand tu parlais d'entraîneur allemand, tu parlais d'Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes. Ouais, voilà, c'était des vieux de la vieille. En plus, c'était pas des jeunes. Donc je trouve qu'il a importé ce modèle germanique en Première Ligue, et la Première Ligue, c'est comme on disait sur Guardiola qui s'était germanisé. La Première Ligue s'est germanisée aussi, je trouve. De toute façon, la Première Ligue, c'est souvent symbolique des évolutions du jeu. Il y a par exemple dans les années 2000, les techniciens français avaient la cote, donc t'avais que des entraîneurs français. À un moment, c'était les entraîneurs portugais, donc t'avais plus que des entraîneurs portugais en Première Ligue. Là, maintenant, c'est les entraîneurs allemands qui arrivent en force, et c'est pas... c'est comme tu le dis, c'est clairement lié à Klopp. Et on parle de Rangnick, on parle de Tuchel. En fait, c'est tous de la même école de pensée footballistique, le clan des Swabs. Avec Helmut Gross qui était... il y avait d'ailleurs un excellent truc de SoFoot là-dessus qui expliquait vraiment d'où venait cette culture allemande de ce foot, du gegenpressing, etc. Et donc Rangnick, en plus, c'est vraiment la tête de gondole de cette école de pensée allemande. Rangnick qui a été, avant ça, un coach reconnu, notamment à Schalke 04, et qui a surtout été le mec qui a monté le projet Red Bull avec Leipzig, avec Salzbourg, etc. Donc voilà, maintenant, Klopp est devenu la tête de gondole de cette école-là, avec le gegenpressing, avec cette espèce, comme je disais tout à l'heure, cette intensité constante. On sent que quand tu regardes le Liverpool aujourd'hui ou quand tu regardais Dortmund, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais, qu'il n'y a jamais de temps mort. Et ça, c'était une vraie différence, par exemple, avec un Guardiola, où il y a des moments de possession, où ça prenait vraiment son temps. Là, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est peut-être une des limites qu'on peut pointer du doigt chez Klopp, c'est que là, Liverpool repart très fort. Liverpool, il y a 2-3 saisons, remportait la Ligue des Champions, puis la Première Ligue, mais il y a eu une saison dernière, entre-temps, beaucoup plus compliquée, où on a senti que les joueurs tiraient la langue. Et donc là, je sais plus si on en a parlé dans le cadre d'un podcast ou en off. C'est quand on avait parlé de Van Dijk. Oui, Ouais, Klopp a aussi fait des aussi, petites retouches aujourd'hui qui ont permis à son Liverpool de repartir. Mais ce qu'il demande, c'est extrêmement exigeant. Et donc, ça demande aussi un recrutement extrêmement ciblé. Parce que il faut faire accepter à des superstars de venir défendre, je pense à Mohamed Salah, qui est l'un des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il lui fait accepter des retours défensifs, un pressing de tous les instants, etc. Parce que c'est un joueur qu'il a façonné aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Klopp, on pourra peut-être évoquer son recrutement après, il va aussi chercher des joueurs qu'il doit finir de façonner, et il n'a jamais recruté à Liverpool une superstar. Même Van Dijk, quand il arrive, il vient de Southampton, c'est pas une superstar, quoi. Et puis c'est ce qui lui a été aussi un peu reproché à Liverpool, c'est que pendant des années, 2-3 saisons, Liverpool ne se montrait pas du tout actif sur le marché des transferts. C'était que d'une année à l'autre, tu avais le même groupe, tu avais peut-être une recrue, mais c'était une recrue passée sous silence, etc. Mais tu n'avais pas un vrai management et une vraie plus-value ajoutée dans le groupe. Et c'est ce qui a un peu changé depuis 2 saisons. On peut parler de l'arrivée de Diogo Jota. Au milieu, tu as des Naby Keita, même s'il est souvent blessé. Mais tu as des petites touches qui font que le groupe change un peu, n'est pas toujours le même et ne se repose pas sur ses lauriers.
et du coup qui permettent à Klopp de mettre en évidence son projet de jeu qui est, comme tu dis, par rapport avec Salah, les 3 attaquants de devant, c'est un pressing de tous les instants. On l'a vu il y a quelques semaines contre Arsenal. La première mi-temps, Arsenal fait bloc, arrive à contenir Liverpool. Et puis dès que Liverpool commence à se mettre à faire le pressing offensif, en phase défensive, à faire le pressing offensif, ils attaquent. Ceux du milieu coinchent les milieux de Arsenal. Et derrière, ça fait un 3 contre 2 et ça fait 4-0 ou 5-0 à la fin, quoi. Donc c'est la représentation type du système Klopp, quoi. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recrutement de stars un peu, même si, voilà, de toute façon, c'est les montants en première ligue qui font que, voilà, un Naby Keita, ça va coûter 45 millions, etc. Donc ça reste des recrutements forts, mais ça fait longtemps que Liverpool n'a pas recruté un joueur en se disant, lui, ça va être un titulaire indiscutable de mon équipe. On est dans une espèce d'idée d'étoffer le groupe tout le temps, de se donner plus de solutions, plus d'options, et je pense que ça va très bien avec ce que tu disais sur le côté. Klopp, son style de jeu est exigeant, il a besoin d'avoir en fait 20 joueurs d'un niveau relativement équivalent pour pouvoir le maintenir, à la fois les joueurs sous pression et à la fois son style de jeu et pouvoir l'imposer vraiment dans toutes les conditions, sachant qu'on sait que la Première Ligue, c'est un championnat hyper exigeant où tu vas jouer aussi tout l'hiver, tu vas jouer, enfin voilà, c'est vraiment un championnat pas facile et pour se maintenir au haut niveau dans le championnat, il faut avoir toutes ces options-là. Ce qui est paradoxal, quand on parlait d'aucune arrivée de joueur star, c'est que le joueur le plus star qui a signé, c'est presque Thiago Alcantara, j'ai l'impression, vu le statut qu'il avait avant d'arriver. C'est presque celui sur lequel on s'est le plus dit, lui il arrive, c'est pour être titulaire, et c'est l'une des recrues qui a le plus de difficultés à s'intégrer. Et peut-être pour terminer sur le recrutement, j'ai regardé un petit peu les joueurs qui restaient de l'effectif quand il est arrivé. Donc là il reste Joe Gomez, Henderson, Milner, Origi, Firmino, et il a lancé Alexander-Arnold tout de suite. Donc je trouve il a su construire avec une base qu'il a gardée au fil des années. Et il a très très vite construit son effectif en fait, parce qu'il y a eu le premier été, une grosse vague de départ, et puis Mané, Matip, Wijnaldum qui sont arrivés. Et ensuite quelques retouches, donc à l'hiver suivant, il y a Van Dijk qui est arrivé. Deuxième été comme coach, Salah et Robertson étaient déjà là. Et d'ailleurs, aucune arrivée l'été qui a suivi la victoire en Ligue des Champions. Donc ça, c'est quand même très intéressant dans la construction de son groupe. On va pouvoir enchaîner avec José Mourinho. Alors, José Mourinho, c'est un peu le doyen du podcast du jour. Pourtant, il n'est pas très âgé non plus, 58 ans. Alors, lui aussi a connu une très brève, et même plus brève que Klopp, et modeste carrière de joueur au Portugal. En tant qu'entraîneur, il a fait ses gammes dans différentes fonctions, différents clubs. Il a été assistant, il a même été traducteur. Bon, je ne vais pas vous faire tout le CV en détail. Il y a eu Estrela, le Sporting, Porto. Bon, voilà, beaucoup de choses. Mais ça commence sérieusement en tant que numéro 1 à Benfica, pour une expérience assez brève. Ensuite, il y a l'UD Leiria, désolé pour la prononciation. Et puis, il va se faire connaître, bien sûr, à Porto, entre 2002 et 2004. Et ensuite, accrochez-vous, Chelsea, l'Inter, le Real, de nouveau Chelsea, Manchester United, Tottenham, l'AS Rome. Souvent pour 2 saisons, au max pour 3 saisons. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mourinho, on ne sait même pas par quoi commencer. Peut-être par Porto, le moment où Mourinho devient l'un des entraîneurs les plus hype en Europe, quoi. Ce qui est intéressant, comme tu disais, on ne va pas faire tout le CV, mais ce qui est intéressant avec Mourinho, c'est un des rares entraîneurs qui en fait a une carrière d'entraîneur qui ressemblerait à une carrière de joueur. Dans le sens où c'est un des seuls gars qui a dû gravir tous les échelons. Voilà, on parlait de tout à l'heure Guardiola, il arrive au Barça parce que c'est un mec qui identité Barça, il y a une forme de logique et puis en fait il va faire une saison en Barça B, mais c'est limite une excuse, il se retrouve coach de l'équipe première du Barça quasiment pour sa première expérience. Klopp, il est joueur à Mayence, il avait pris un peu les principes de son ancien coach. En février, en pleine saison, on lui dit ouais, ça dit de devenir entraîneur, vas-y, tu deviens entraîneur d'une équipe de 2e division. Mourinho, il est parti de rien. Il est parti vraiment de rien. Il faisait des études dans le sport, un peu de psychologie, et puis voilà. C'était un passionné de foot. Il est allé dans son petit club de jeu, enfin dans sa ville de jeunesse à Setúbal pour s'occuper des jeunes, et puis il est monté comme tu dis, traducteur pour Bobby Robson au Barça, puis ensuite adjoint de Bobby Robson et Luis Van Gaal. Enfin d'ailleurs pour Bobby Robson d'abord à Porto, puis au Barça, et Luis Van Gaal au Barça. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir ce mec qui gravit les échelons et qui apprend le métier vraiment sur le tas. Et derrière, ça va être en effet cette première expérience, grosse expérience à Porto. Quand même, le mec, ses 4 premières saisons pleines, donc c'est 2 saisons à Porto, 2 saisons à Chelsea.
ça va être 4 titres de champion. Donc 2 fois champion du Portugal avec Porto, 2 fois champion d'Angleterre avec Chelsea. Et avec Porto, il fait Coupe UEFA en 2003 et Ligue des Champions en 2004. Donc voilà, c'est un mec qui va vraiment être une comète. On va le voir arriver d'un coup. Et clairement, on va plus pouvoir passer à côté dans le football européen à partir du début des années 2000. C'est de lui que vient vraiment la hype des entraîneurs portugais. Dès qu'un entraîneur portugais sortait, tu disais c'est le nouveau José Mourinho. André Villas-Boas en a fait les frais. Mais oui, c'est vrai que Porto, peut-être qu'on s'en rappelle un peu moins parce que du coup, c'était peut-être moins exposé et ça a duré 2 ans et c'était vraiment sur la scène européenne qu'on voyait des matchs de son équipe. C'était vraiment la base de ce qu'il va faire ensuite, que ce soit à Chelsea ou au Real Madrid ou à l'Inter ou au Real derrière. C'est que c'était une équipe solide défensivement avec ensuite une explosivité en contre qui ne laissait aucune chance aux autres équipes. Et c'est ce qui lui a permis de gagner 2 titres européens, comme tu as dit, la Ligue Europa, la Coupe de l'UEFA de l'époque, et la Ligue des Champions derrière, pas par pur hasard, parce que ça serait péjoratif, mais un peu sorti de nulle part. On ne s'attendait pas à ce que Porto gagne la Ligue des Champions, quoi. En fait, Mourinho, parmi les trois, c'est peut-être celui dont la patte tactique est la moins lisible aujourd'hui, mais c'est pas forcément un reproche. C'est-à-dire qu'à la manière d'un Didier Deschamps, Mourinho, c'est le pragmatisme, même si c'est un mot qu'on emploie à toutes les sauces et qu'on pourrait qualifier Guardiola de pragmatique par moment, et l'adaptabilité surtout. C'est-à-dire que je m'adapte à l'effectif que j'ai, au championnat dans lequel je joue. Aujourd'hui, alors peut-être qu'on pourra me contredire, mais j'ai pas l'impression que Mourinho est un système préférentiel de jeu, là où Guardiola et Klopp, c'est vraiment le 4-3-3 sans aucun doute. Et même au sein d'un même club, alors je me suis intéressé un petit peu au travail de notre confrère Nicolas Villas, qui a écrit un livre sur lui, et qui expliquait que même d'une saison à l'autre à Porto, c'était pas le même style, c'était pas le même FC Porto. L'Inter n'était pas le même que le Real, etc. Donc en fait, on a vu beaucoup de choses avec Mourinho, avec vraiment cette notion d'adaptabilité qui revient à chaque fois, que ce soit en termes d'idées de jeu et de manière de faire évoluer ses stars. Enfin, voilà, c'est vraiment un caméléon en fait. On parlait de force de Klopp et de Guardiola à faire adhérer les joueurs à un style de jeu. Mourinho, il fait adhérer les joueurs à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotion et vraiment des tripes. C'est-à-dire survie, quoi. Voilà, exactement, l'instant de survie. Il va être capable de faire avaler à ses joueurs des choses incroyables. On a tous le souvenir de Samuel Eto'o au Camp Nou en demi-finale de Ligue des Champions en 2010. Mais voilà, c'est très symbolique parce que, en effet, comme tu dis, vu qu'il n'y a pas un style, une patte Mourinho, on va dire sur le plan tactique, sur le plan technique, là où il va faire progresser ses joueurs et là où il va faire vraiment des équipes très fortes, c'est qu'il va être capable de créer un espèce de sentiment de groupe. Lui, il va d'ailleurs prendre un peu ça dans sa communication. Il y a un peu un seul contre tous. Et seul au pluriel, du coup. Seul, vraiment, genre, cette équipe-là, tout le monde veut vous battre. Et bah, nous, on va aller au combat contre eux. Il y a un peu un côté 300, quoi. Donc, on sent vraiment que Mourinho, il y a vraiment ce côté-là chez lui, où il arrive à fédérer, mais d'une force. Et c'est pour ça aussi que ça peut pas tenir beaucoup plus que 2 ans ou 3 ans. C'est que ces ressorts-là, au bout d'un moment, ils sont usés. Tu peux plus les utiliser à foison, quoi. Donc voilà, tu sens que ça vient vraiment des tripes, du cœur avec Mourinho. Ouais, et puis au final, ce côté un peu impulsif, explosif même, comme tu as dit, sur des joueurs comme à l'époque de Chelsea, c'était le début de l'ère Abramovich. Donc tu recrutais des joueurs, tu as recruté Drogba, etc. C'était pas des superstars. Ils avaient la dalle. Voilà, c'était des joueurs qui avaient envie de prouver qu'ils avaient le niveau Première Ligue, Ligue des Champions, et du coup qui étaient prêts à se mettre au service d'un coach qui à l'époque avait un peu des idées révolutionnaires, quoi. C'était un style de jeu qu'on ne voyait pas souvent. Et quand tu arrives dans un vestiaire comme le Real Madrid, où tu as quand même des sacrés boulards et des sacrés, faut le dire, des sacrées têtes de con aussi, parce que un joueur, ça reste dans son envie de gagner, ça reste un égoïste en même temps qu'il pense à l'équipe, mais surtout à lui. On a vu qu'avec des Sergio Ramos, avec des Casillas, dès que tu touchais un peu à ces symboles de l'institution madrilène, c'est parti au clash direct. Donc c'est aussi le revers de la médaille de ce côté explosif de Mourinho, quoi. Mourinho, c'est ça en fait, c'est le clash, la dualité, que ce soit donc avec les joueurs, on l'a dit. Il y avait eu cette petite grosse pique même à Karim Benzema qui était un chat. Il y a eu très récemment, pour parler de la Roma, cette conférence de presse assez surréaliste
où il fait comprendre qu'en gros, il demande au journaliste, mais vous vouliez que je fasse rentrer qui pendant ce match? En gros, il pourrissait son banc en disant qu'il n'avait pas le niveau. Donc le clash avec les joueurs, le clash avec sa direction. Il y a quand même plusieurs fois où il y a des petits soucis. Sa première séparation, soi-disant à l'amiable à Chelsea, personne n'y croyait. Ça venait en fait d'un gros clash avec Abramovich. Les clashs avec les coachs adverses, on se souvient évidemment de cette rivalité avec Arsène Wenger, avec Guardiola aussi évidemment. Et puis même dans la construction de sa carrière, c'est toujours une idée de dualité. Il a fait Benfica et Porto, il a fait le Barça en tant qu'adjoint, dont il se disait amoureux d'ailleurs, hein. Et le Real, Chelsea, Tottenham, Man U en Angleterre. Donc c'est vraiment, on est là pour rentrer dans les autres, peu importe les couleurs qu'on porte, quoi. Ouais, et puis il a une communication vis-à-vis de l'extérieur, en tout cas, par exemple avec les journalistes, je trouve qu'il est devenu paranoïaque quoi, au fil du temps. Autant il était très affable et très cool au début, bah justement on disait tout à l'heure 4 titres de champion sur ses 4 premières saisons, tant que ça lui réussissait, franchement c'était quelqu'un qui avait une super image. Je sens que dès que c'est un peu dans le dur, dès que c'est un peu compliqué, là par contre ça va vraiment rentrer dans tout le temps dans le conflit. Là encore ce week-end, j'ai vu une décla comme quoi il dit qu'il gagne bien plus que tous les journalistes ici, donc il y a une raison. Enfin bon voilà, on sent qu'il se nourrit de ça. Encore une fois, il nourrit le seul contre tous. Et après, ça a toujours été quelqu'un, pour le coup on parlait de joueur égoïste, lui il est aussi dans un ego trip de son côté. Quand il est à Benfica, il part parce qu'en fait il démissionne. Il y a un changement de président, parce qu'il y a les élections à Benfica comme dans d'autres clubs au Barça par exemple. Élection présidentielle, le président change, donc du coup il veut un espèce de blanc-seing, et il veut dire bah là pour l'instant ça marche bien, prolongez-moi. Sauf que l'autre il lui dit bah non je viens d'arriver, je te prolonge pas, mais par contre voilà tu finis la saison, pas de problème. Et du coup Mourinho démissionne sur le champ alors que c'est sa première expérience de coach et il est à Benfica, dans un des 2 plus grands clubs portugais. Donc c'est pour montrer que le gars a vraiment une espèce de conviction que lui va réussir, et il est porté par quelque chose qui le dépasse, je pense, et c'est aussi pour ça qu'il est si bouillant. Ouais, il a une mentalité de joueur pour un coach presque. Et il s'est enfermé dans cette image négative. Parce que pour la préparation du podcast, j'ai écouté son analyse tactique dans Coach Voices, ouais, où il revient sur le fameux 3-1 de l'Inter contre le Barça. Quand tu l'écoutes parler de tactique, en fait, tu peux que tomber amoureux de ce mec, parce que la tactique, c'est vraiment son domaine. Et je trouve qu'en finale, avec cette image explosive, toujours dans le clash, on en a oublié le fabuleux technicien qu'il est, ou qu'il était. Il s'est enfermé, et c'est un peu contre lui qui a besoin d'ego, etc. Il s'est enfermé dans cette image, et les gens se rappellent plus de tous ces clashs que de son Porto, son Chelsea de son premier passage, et même de l'Inter 2010. Le Mourinho, c'est l'exemple type qu'il ne faut pas céder au court-termisme dans l'analyse. On va pouvoir passer au choix qui va être difficile. C'est parti pour le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. David, livre-nous ton classement. Pour diriger mon équipe, je choisirais Jürgen Klopp. Pour moi, Klopp, c'est presque le parfait alliage de la pensée de Guardiola et de la tactique de Mourinho, sans tomber dans l'excès de Mourinho. Quand tu regardes le Liverpool de Klopp, tu ne peux que tomber amoureux de cette équipe. Ça va à 100 à l'heure, ça joue toujours au foot. Il n'y a pas de temps mort. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est comme je disais, son parcours de coaching, où il va d'étape en étape, tout en rapportant des titres ou en faisant monter Mayence comme en Bundesliga. Donc il y a toujours un moment fort dans ces périodes-là. En remplaçant de Klopp en milieu de saison, je choisirais Pep Guardiola. Même si on peut dire qu'on est tombé dans une certaine caricature du jeu, il a montré qu'il pouvait révolutionner ses principes et qu'il n'était pas enfermé dans ce fameux tiki-taka qu'on a pu voir au Barça. Et il reste quand même le coach de cette équipe qu'on considère comme la plus belle équipe de l'histoire, peut-être. Donc rien que pour ça, on peut pas le mettre au placard, quoi. Et Mourinho au placard, du coup, cette caricature de lui, ce côté négatif qu'il renvoie, me pousse à le mettre à cette place-là, alors que ça reste un formidable tacticien. Mais je trouve que depuis la première année à Manchester où il gagne la Ligue Europa,
depuis cette période-là, Mourinho, à part ses conférences de presse, on n'en entend pas que du bien, quoi. C'est, le jeu proposé est vraiment à des années-lumière de ce qu'il montrait à Chelsea ou à Porto, donc c'est ce qui me pousse à le mettre là. Alors moi je vais mettre Pep Guardiola comme titulaire, sans surprise je pense pour vous. Sans surprise. Je l'assume, il y a un côté totalement subjectif parce que je me suis beaucoup intéressé à lui ces derniers temps par des lectures, des reportages, etc. Donc il y a un côté vraiment subjectif. Ça se trouve, si j'en faisais de même avec Klopp ou Mourinho, mon classement changerait. Mais ce que je retiens d'abord chez Guardiola, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la manière de faire progresser les joueurs que j'aime beaucoup. Et donc il fait progresser le football en fait, il fait avancer son sport. Et sa manière de ce mélange à chaque fois de je m'adapte et je prends ce qu'il y a à prendre dans différents championnats, différentes cultures, mais j'y apporte ma touche aussi. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens avec Guardiola, c'est ça que j'aime beaucoup. En remplaçant, je vais prendre Mourinho moi, parce que je voudrais quand même qu'on valorise tout ce qu'il a fait avant. C'est trop fort de gagner autant de titres dans tellement de championnats différents, avec des équipes moins dominantes sur le papier, à son arrivée à chaque fois quand même que n'ont pu être le Barça, le Bayern pour Guardiola par exemple, trop fort de gagner la Ligue des Champions avec Porto aussi, et puis d'arriver à dompter beaucoup de grands joueurs comme Eto'o, comme Zlatan, comme CR7, à la différence de Klopp qui n'a eu rarement par exemple de très grands joueurs à gérer. Lui il arrive à gérer les égos, certes sur du court terme, mais il arrive à le faire. Et puis malheureusement par la force des choses Jürgen Klopp arrive donc au placard. Il n'a pas gagné autant que les deux autres, encore, ça viendra certainement. Par contre, j'aime beaucoup l'idée de construction qui accompagne toutes ces aventures de cycles longs. Mais c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'avec lui, c'est des cycles longs et je ne pense pas que ce soit possible pour Klopp de fonctionner dans un club sur un cycle d'1 ou 2 ans, comme ça se fait malheureusement beaucoup dans le football d'aujourd'hui. Donc c'est la réserve qui me fait le mettre au placard. Non, Jürgen, je te réhabilite en coach principal, moi. Comme tu disais, valoriser le côté construction sur le long terme pour le coup. Même si c'est peut-être pas dans le sens de l'époque, je trouve que c'est encore plus remarquable de ressortir cette qualité-là chez lui. Sa relation avec les joueurs que je trouve incroyable, sa relation avec les supporters aussi, son petit gimmick de victoire après les victoires à Anfield. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose chez Klopp qui me transporte. Son sourire un peu permanent, c'est aussi sa rage. Enfin, il y a des close-up, des ralentis sur lui avec sa tête à la François Damiens qui sont vraiment incroyables. Donc je sais pas, j'ai un amour pour ce gars vraiment incommensurable, et je pense qu'il a pas fini de faire de grandes choses dans le foot européen, et donc et aussi cette capacité à s'adapter et cette capacité à être très fort en cours de match aussi, ce qu'a aussi Guardiola que je prends en adjoint, pour le coup aussi très fort pour s'adapter en cours de match, et comme le disait David, ce côté architecte de la meilleure équipe du 21e siècle, déjà ça lui donne une place forcément à part dans l'histoire récente du football. C'est vraiment l'entraîneur à la marque déposée la plus forte. J'ai jamais vu, moi de mon vivant, un entraîneur avec une telle philosophie et cette capacité à l'imposer partout où il passe. Et après avec Mourinho, je pense qu'il y a trop de limites aujourd'hui en effet. Je pense que ce qu'il est en train de lui arriver en termes de panne de résultats, en fait, c'est la sanction du fait que dans les années 2000, tu pouvais t'en sortir avec un jeu un petit peu minimaliste parce qu'il n'y avait pas de principe très très fort qui était installé au niveau européen et mondial. Là aujourd'hui, tu vois les équipes qui gagnent, c'est que des équipes proactives, qui font des choses et qui ne cherchent pas seulement à embêter l'adversaire. Et Mourinho, il n'a jamais réussi à installer quelque chose de fort, une philosophie vraiment appuyée dans ses équipes. Du coup là il le paye. Et voilà, malgré toutes ses qualités, aussi un peu trop dans le conflit. Et voilà, c'est vraiment pas le type de personnage que j'aime, et voilà, je pense que c'est vraiment compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, je suis même encore étonné qu'il ait vraiment des rôles en fait. Je comprends même pas comment aujourd'hui un club peut continuer à miser sur Mourinho. Bon, il va falloir qu'on s'arrête là, mais je pense qu'on aurait pu faire 1 heure de plus facilement sur ce trio d'entraîneurs tant il y a des choses à dire. Il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés, à vous demander de vous abonner évidemment, de mettre des étoiles, Apple Podcast, c'est important. Alors on fait pas de la pub pour Apple Podcast, ça marche aussi sur Spotify et tout, on n'a pas pas sponsorisé, on n'a pas d'action, on n'a rien, on n'a pas un copec encore. Et voilà, et donc on vous dit dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci à vous David et Geoffrey, et puis à dans 2 semaines. Merci à toi. Continuez à ouvrir la case du calendrier de l'Avent d'ici là. Allez, ciao les gars. Salut à tous.